Alors là, c'est un petit peu dans le même état d'esprit de toujours se remettre en question. On pense que c'est très important d'écouter ce que les jeunes chercheurs sont en train d'explorer. Alors des thèses, c'est toujours un petit peu complexe, mais il y a peut-être une valeur simplement en ayant des thésards ou des jeunes chercheurs qui viennent expliquer le contexte de leur recherche. Ça permet de se poser des questions et peut-être aussi, on espère, ça permet d'anticiper ce que vont devenir les problèmes de demain, que ce soit en termes de pratiques respectueuses de l'environnement ou en termes de compréhension de la physiologie ou des liens que le fruit entretient avec l'environnement. Donc on est assez large et ouvert sur tous les sujets. Ce qui compte, c'est d'arriver en 3 minutes à présenter la pertinence du sujet de recherche, essayer d'engager un petit peu un lien un petit peu plus fort entre ce que fait le domaine de la recherche et ce qui peut être immédiatement applicable dans l'industrie. Donc sans transition, Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation et je te donne la parole pour présenter ton travail. Je te dis bonjour d'ailleurs. Bonjour à tous. Donc, moi je suis Pierre Elouis, je viens de finir ma thèse, je l'ai soutenue la semaine dernière. Donc j'étais encadré par Kees van Leven et j'ai travaillé sur l'effet de la nutrition azotée sur le potentiel aromatique de la baie de raisin et sur l'arôme du vin. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une discussion qui a eu lieu il y a 3 ans, donc avant ma thèse, le début de ma thèse, avec un ami qui m'a demandé « Pierre, penses-tu qu'il existe des vins qui surexpriment les notes de pamplemousse ou de citron, par exemple, plus que d'autres arômes ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr, ça existe avec les additifs et on trouve ça sur le marché déjà. » Il m'a dit « Non, non, moi je ne parle pas des additifs, je parle, je ne sais pas, en optimisant une pratique viticole, par exemple. » À l'époque, je n'avais pas la réponse. Ma thèse a répondu à cette question. Existe-t-il une pratique viticole qui permette d'augmenter ou de surexprimer les notes de pamplemousse ou de fruits de la passion dans le vin? La réponse, oui, il existe. Par une fertilisation azotée, en utilisant les bonnes quantités d'azote et en suivant le protocole que j'ai mis au point pendant ma thèse, nous pouvons augmenter ou surexprimer les notes de pamplemousse ou de fruits de la passion dans un vin. Je suis sûr parmi vous maintenant, il y a des gens qui disent oui, l'azote c'est ça, mais aussi il augmente la vigueur, le rendement, la sensibilité aux maladies, la coulure, la teneur en IBMP, cette molécule à l'odeur de poivron vert. Vous avez raison, mais en fertilisant tard dans la saison et en appliquant l'azote en plusieurs passages, nous pouvons éviter ces problèmes dus à la fertilisation azotée, comme par exemple la coulure ou l'odeur de poivron vert. J'ai croisé mon ami il y a 2 semaines et je lui ai raconté de l'avancement de ma thèse. Et je lui ai dit aussi qu'on a allé suivre cette petite molécule à l'odeur de pamplemousse au cours du développement de la baie. On a trouvé que sa teneur est très faible au stade précoce du développement et qu'elle augmente au cours de la maturation pour atteindre son maximum juste avant la récolte et que la fertilisation azotée augmente sa teneur dans la baie, dans le mou et dans le vin correspondant. Je lui dis aussi qu'on est allé plus loin dans cette étude. On est allé chercher les gènes responsables de cette surexpression de l'odeur de pamplemousse. Et comme ça, par une sélection clonale ou variétale bien réfléchie, nous pouvons isoler ces gènes afin d'avoir des vignes qui produisent des raisins à forte odeur de pamplemousse. Des raisins à l'odeur de pamplemousse, pourquoi pas? Merci. Voilà, Camille, merci d'avoir répondu. Bonjour à tous, je suis Camille Jolard, j'effectue ma thèse sur la flavescence dorée de la vigne à l'INRA sous la direction de Sandrine Éveillard. Vous vous voyez dans un monde sans vigne, sans raisin, sans vin? Non? Et je vous comprends, moi non plus. Pourtant, une maladie, c'est pas normal, une maladie qui répond au joli nom de flavescence dorée s'attaque au vignoble en France et dans d'autres pays du bassin méditerranéen. Les symptômes sont simples. Un enroulement des feuilles, un jaunissement ou un rougissement, selon que le cépage soit blanc ou rouge, une absence d'ahoutement, c'est-à-dire que les rameaux restent verts et mous, et un flétrissement des baies, d'où une diminution des récoltes. C'est très grave. Du coup, la maladie a été classée en maladie de quarantaine. Le responsable de cette maladie? Une bactérie qui vit dans la sève des plantes, à l'endroit où elle va pouvoir trouver toute la nourriture dont elle aura besoin pour pouvoir se développer et se multiplier.
Cette bactérie est présente dans la sève, mais comment est-elle arrivée à cet endroit-là? Et comment fait-elle pour passer d'une plante à une autre au point de devenir une maladie épidémique? Eh bien, c'est à cause de cet insecte vecteur, Scaphoidus titanus. Il se nourrit dans la sève des plantes. Ainsi, quand il va ingérer la sève des plantes, il va aussi ingérer la bactérie. La bactérie va coloniser l'insecte et à chaque fois qu'il va aller piquer une plante pour se nourrir, il injectera également la bactérie. Et cet insecte n'aime que la vigne. Donc à chaque fois qu'il ira se nourrir, il va inoculer la bactérie. Aujourd'hui, pour lutter contre cette maladie, il y a des campagnes d'arrachage des pieds infectés pour supprimer les sources de la bactérie et des traitements d'insecticides pour pouvoir supprimer le vecteur. Mais l'épidémie est toujours présente. On pourrait imaginer d'autres solutions pour pouvoir lutter contre cette maladie, comme supprimer par exemple la multiplication des insectes ou trouver des cépages sensibles. Aujourd'hui, nous avons vu en vignoble, mais aussi au laboratoire, que tous les cépages et tous les porte-greffes sont sensibles à la flavescence dorée, mais à des degrés différents. Par exemple, le Cabernet Sauvignon est très sensible à la flavescence dorée. Il va être souvent infecté, à 10 titres, à une quantité de bactéries très importante et avec des symptômes également très importants. En revanche, le Merlot, lui, est moins souvent infecté. Il aura un titre en bactéries moins important et des symptômes moins importants également. C'est un peu comme nous, en hiver. Certains vont être malades tous les hivers et d'autres moins. On peut mettre en relation leur système immunitaire. C'est ce que je vais essayer de regarder chez la plante, dans le Cabernet Sauvignon qui est peu sensible et dans le Merlot qui est très sensible au moment de l'infection. Cela pourrait permettre de sélectionner et de proposer des cépages moins sensibles à la flavescence dorée et de continuer à pouvoir boire un bon verre de vin tous ensemble. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse qui concernent l'étude du bouquet de vieillissement des vins rouges de Bordeaux. Thèse que j'ai soutenue il y a quelques jours au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin et travaux de thèse encadrés par le docteur Stéphanie Marchand. Lorsque l'on vous parle du bouquet de vieillissement, il faut que vous pensiez à la signature olfactive d'un grand vin de garde dont le temps a affiné la perception des arômes. Comme le disait d'ailleurs le célèbre œnologue bordelais Émile Pénaud, le bouquet de vieillissement se définit comme un mélange de parfums complexes qu'exhale le vin vieux dans le verre et qui se traduit par un fondu, un lien olfactif. Cependant, bien que connu empiriquement, aucune démarche scientifique n'avait été jusqu'alors menée afin de caractériser rigoureusement la complexité de ce concept. Ainsi, nous avons mis dans un premier temps en place une étude sensorielle afin d'établir une définition du bouquet de vieillissement des vins rouges de Bordeaux. Et dans un premier temps, une étude sémantique a été menée auprès de professionnels du vin afin d'évaluer leur degré de connaissance de ce concept. Et il apparaît alors que ces derniers possèdent une représentation mentale du bouquet de vieillissement qui s'articule autour de plusieurs dimensions, renvoyant à l'évolution des arômes au cours du temps, à la structure et la qualité du vin, aux propriétés sensorielles du bouquet de vieillissement, mais également renvoie à la notion de terroir. Par la suite, une dégustation de 30 vins rouges de la région bordelaise, dont les millésimes étaient compris entre 1994 et 2005, a été organisée. Et cette dégustation nous a permis de voir que les dégustateurs professionnels possédaient une image sensorielle commune du bouquet de vieillissement, articulée autour des notes aromatiques renvoyant aux nuances de truffe, de sous-bois, de fruits frais rouges et noirs, de menthe, de réglisse, d'épices, de grillé et également renvoyant aux notes empyreummatiques. Par la suite, une étude moléculaire, tout d'abord ciblée sur une cinquantaine de composés aromatiques, nous a permis de souligner la contribution de certains composés soufrés volatiles, et notamment du sulfure de diméthyle et de 2 thiols volatiles, le 2-furane-méthane-thiol et le 3-sulfanylhexanol, ces composés étant présents de manière significativement plus importante dans les vins possédant un bouquet de vieillissement. Par la suite, la mise en œuvre de reconstitutions aromatiques nous a permis de souligner l'importance des effets perceptifs dans la perception du caractère menté du bouquet de vieillissement et nous a permis également d'identifier la piperitone
un marqueur moléculaire identifié comme la première fois comme associé à l'évolution positive du vin en bouteille. Enfin, une étude œnologique a été menée afin de préciser le rôle joué par le terroir, et des résultats préliminaires que l'on a obtenus nous permettent de mettre en évidence l'importance du statut hydrique de la vigne dans l'expression du bouquet de vieillissement. Et plus précisément, il apparaît que certains millésimes associés à une contrainte hydrique modérée ou forte de la vigne permettent la production de vins ayant un bouquet de vieillissement. Enfin, certaines spécificités sensorielles et moléculaires du bouquet de vieillissement associé au terroir ont été identifiées. Et plus précisément, il apparaît que les vins pour lesquels le Cabernet Sauvignon est le cépage prédominant dans les assemblages présentent un caractère menté significativement plus intense, ceux-ci pouvant être associés à des concentrations en piperitone significativement plus élevées. Merci pour votre attention.